nous allons reprendre la deuxième partie. Après avoir pensé avec un E, on va penser avec un A. Donc penser la catastrophe ou un état des lieux. Mais je voulais d'abord dire deux choses. D'abord, dire pourquoi on est là. On est là parce que c'est la faute à Jean-Baptiste Sénéquier, si je puis dire, puisque c'est une rencontre avec Jean-Baptiste et son travail sur le bois. Alors on l'a d'abord appelé le bois brûlé, et on est passé au bois incendié, parce que le bois brûlé, en fait, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une technique japonaise, une esthétisation à partir d'une essence qui a été coupée, choisie, alors que la notion de bois incendié, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un gisement involontaire. Et donc, c'est Jean-Baptiste qui travaille depuis maintenant quelques années, à la fois au Massif des Morts, mais aussi en tant que designer sur le bois incendié, et la proposition d'élargir la problématique, d'élargir les questions sur ces questions-là. Et autre point aussi, on parlait de Liège tout à l'heure. Vous pouvez, alors je vais faire un peu de l'autopromotion et de la pub pour la maison pour laquelle je travaille, la Manufacture Nationale. Et en fait, on a un espace dans le cadre de la téléparade et on a l'atelier recherche et création à réaliser une magnifique œuvre, un pupitre et un paravent à base de liège et aussi un thermorégulateur avec de la céramique de Sèvres qui permet de maintenir la céramique dans la chaleur. Donc vous pouvez aller voir à l'archevêché une œuvre avec du liège. Alors, on aborde la deuxième partie de cette rencontre. La première partie, comme vous l'avez dit, on a fait un constat passionnant. Vraiment, j'ai appris plein de choses et grâce à Nicolas et grâce aux intervenants, on a bien vu que toutes ces voies concordantes sur les points d'analyse, tous ces éléments permettaient de faire un constat. Mais non, on va peut-être, j'espère, rêver, penser l'avenir, penser E, penser A, autour du bois incendié. Et le maître de cérémonie, Fabrice Pincin, qui travaille à Marseille, professeur de design, va modérer cette table et va se charger de présenter les différents intervenants. Encore merci à tous et on se retrouve pour les questions à la fin. Merci. Merci Marc. Donc, tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être là. J'en profite pour remercier à mon tour les organisateurs, Marc et Baptiste et Morgine. Donc après cet état des lieux à la fois alarmant mais aussi plein d'espoir auquel on a pu assister, dans les multiples initiatives qui s'efforcent d'instaurer des pratiques durables, nous allons maintenant observer à travers divers témoignages et diverses pratiques représentées par les intervenants de ce jour. Observer donc à travers ces témoignages différentes manières de penser, de réparer, d'agir pour faire naître des centres, on l'espère, des projets plus vertueux et plus salutaires pour notre environnement et de fait pour nous-mêmes. Alors pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir autour de cette table ronde qui s'avère carrée et, si je comprends bien, cancérogène. Donc Marion Paillet, qui est, alors, je vais faire une présentation brève et vous pourrez compléter évidemment, qui est architecte d'intérieur, designer, elle est diplômée de l'école Clermont en 2022. Son travail est à la croisée de l'architecture, de l'art, de l'artisanat et du design et explore les liens entre artisanat, culture et création contemporaine pour donner vie à des espaces, des objets et des récits capables de traverser le temps. Et donc elle nous parlera plus précisément de son travail sur le rituel et les objets qu'elle conçoit pour guérir la forêt. Nicolas Plazanet, qui est directeur de Forêt Modèle de Provence, a créé à l'initiative de la région Sud, Provence-Côte d'Azur, en 2013. Il est aussi très engagé dans l'artisanat local, l'art et le patrimoine, et l'ensemble de ses actions est toujours dirigé en faveur du patrimoine forestier et de notre territoire. Il nous expliquera comment. Loïc Fraissinet, président de l'association Permahabitat et animateur de l'association Éco-Bâtisson. Il est ingénieur, chercheur, indépendant en thermique des bâtiments et engagé à travers plusieurs associations pour la valorisation des ressources locales. Il porte à titre personnel le projet de rénovation cherchant à utiliser au maximum de ressources ultra-locales dans une démarche revisitée de la construction paysanne. Jean-Baptiste Sénéquier est donc designer et fondateur de Sénéquier Design Club, diplômé de Strat en 2009. Il développe un design industriel ancré dans le territoire et tourné vers l'avenir, où chaque projet vise à créer des objets justes, fonctionnels, sensibles et respectueux des générations futures. Sa démarche s'inscrit dans une posture de designer-chercheur pour laquelle il expérimente, croise des savoir-faire artisanaux et technologies contemporaines pour donner naissance à des formes poétiques, durables et profondément humaines.
Et enfin, Marc Aurel, qui est designer, directeur artistique au sein du studio Aurel Design Urbain, formé à l'école des Beaux-Arts et à l'école d'architecture de Marseille. Il est le grand spécialiste de l'espace urbain. Il conjugue sa sensibilité artistique à l'expertise des savoir-faire du design pour les mettre au service de créations qui interrogent l'importance et le rôle des objets dans notre relation au territoire et à ses habitants. Il évoquera pour nous un projet qui associe le recyclage de matière et réhabilitation sociale. Et avant de laisser la parole à nos invités, je souhaiterais, permettez-moi en guise d'introduction, de définir quelques éléments clés de la problématique que nous allons aborder. Et je rappelle juste en fait, que cette rencontre s'inscrit dans un événement qui est plus large, qui est la France Design Week, qui démarre aujourd'hui. Et j'en profite pour... alors, je remettrai ce QR code à la fin de la présentation, puisqu'il vous permet, une fois scanné, de faire un retour. Je suis président d'une association qui s'appelle Marseille Méditerranée, qui a pour vocation de promouvoir le design sur la région PACA, et qui aussi coordonne les événements de la France Design Week sur la région. Et il nous est régulièrement et à chaque fois beaucoup demandé de faire un retour sur les événements pour améliorer d'année en année cet événement. Voilà. Donc je vous remettrai le QR code à la fin et vous pourrez dire à quel point cette rencontre était exceptionnelle. Alors, donc, les présentations sont faites. En fait, je voudrais commencer par identifier les éléments clés de cette rencontre, qui sont le feu d'une part, la nature dans son acception la plus large et de manière plus resserrée, l'arbre, et enfin l'humanité et le rapport qu'elle entretient avec ces deux entités. Le feu est un élément très ambivalent, en fait, symbole de destruction et d'anéantissement, mais aussi de fertilisation et de renouveau. Élément naturel essentiel dans l'évolution de l'humanité, il est également le symbole de la connaissance et de la techné, dérobée aux dieux par Prométhée et offert aux hommes. Au Moyen-Âge, il pouvait délivrer le jugement de Dieu à travers ce qu'on appelait l'ordalie, qui est une épreuve du feu visant à vérifier l'innocence ou la culpabilité d'un suspect, mais de façon quasi universelle, il représente le supplice ultime, le symbole des enfers. Aujourd'hui, il est l'une des manifestations les plus violentes et les plus dévastatrices du dérèglement climatique. Dans ce sens, un rappel impitoyable de nos faiblesses. La nature, évidemment, c'est le berceau de la vie. Par définition, c'est l'espace originel, vierge de toute influence humaine. Or, nous pouvons malheureusement considérer aujourd'hui que cette nature est morte. Nul endroit sur Terre n'est aujourd'hui épargné par notre influence délétère. Une étude récente de l'Université de Stockholm a récemment démontré que l'eau de pluie est désormais impropre à la consommation sur toute la surface du globe. 73% des vertébrés sauvages ont disparu en 50 ans. Nous ne sommes évidemment pas épargnés puisque la pollution atmosphérique est à l'origine de 9 millions de morts par an. Le symbole de cette nature primordiale disparue est dans beaucoup de civilisations, à toutes les époques, dans de nombreuses croyances, l'arbre. On voit ici l'arbre le plus vieux du monde, c'est 1848 ans, au Chili. Il est le symbole de la vie en perpétuelle évolution, lien entre la terre et les cieux, entre le profane et le sacré. On peut citer Yggdrasil, l'arbre monde dans la mythologie nordique, l'arbre de la connaissance dans les régions abrahamiques, l'arbre de Bodhi dans le bouddhisme, mais aussi la forêt de Dodone chez les Grecs ou de Brocéliande chez les Celtes. L'arbre est aussi le symbole de la sagesse et de la résilience, à l'image du ginkgo biloba, premier végétal à avoir bourgeonné au printemps de l'année suivant le bombardement d'Hiroshima. Ou encore le Survivor Tree, ce poirier du Japon, retrouvé dans les décombres des tours jumelles, est considéré aujourd'hui comme un symbole de résistance, de survie et de renaissance. Et puis, il y a nous, petits êtres à la morgue infinie, qui nous sommes crus au-dessus de tout et qui payons aujourd'hui notre suffisance et nos inconséquences face au dérèglement climatique. Le lien pourtant indéfectible qui nous unit à la nature a été rompu. Pourtant, dès 1962, Rachel Carson soulignait la catastrophe en marche en évoquant ce printemps silencieux qui nous entoure et les chants d'oiseaux étouffés par les pesticides. Dans le domaine du design, nous pouvons également citer l'ouvrage de Victor Papanek, Design pour un monde réel, paru en 1971 et qui faisait déjà une critique acerbe du consumérisme et de ses conséquences écologiques et sociales désastreuses. Et si on analyse bien la situation, le problème ne vient pas d'un manque de connaissances ou de pédagogie. Nous avons aujourd'hui accès à tous les constats alarmants et connaissons l'essentiel des solutions encore applicables. Non, nous faisons actuellement plutôt face à ce que le philosophe Baptiste Morisot désigne par une crise du sensible.
Il nous faut d'urgence renouer avec le vivant et pour ce faire, emprunter le chemin du sensible et de l'émotionnel, opérer un changement axiologique et pourquoi pas, comme l'appelle de ses voeux l'astrophysicien, philosophe et écologiste engagé Aurélien Baron, une révolution politique. On l'évoquait tout à l'heure. Or, qui mieux que les artistes, les designers, les créateurs de pouvoir, experts du sensible et de l'émotion pour nous aider à renouer avec notre milieu et permettre ainsi à l'humain de devenir l'être symbiotique, non plus maître et possesseur de la nature comme l'imaginait Descartes, mais plutôt l'individu pleinement inséré dans son environnement, guidé par une approche systémique et une pensée écosophique telle que définie par Félix Guattari, basée sur une philosophie fraternelle, sociale, politique et culturelle. C'est donc ce que nous allons explorer avec l'ensemble de nos intervenants à travers un premier tour de table. Et je vous propose de démarrer avec vous, Nicolas Plazanet. Je l'ai réveillé. Alors, la première question, c'est pouvez-vous nous expliquer votre façon d'aborder la question de la gestion durable de notre environnement et les applications que cela a sur le territoire et les acteurs locaux? La gestion durable, c'est un peu la quintessence de la création de forêt modèle de Provence, justement. Et la création s'est faite suite, en fait, à la surexploitation pour la pâte à papier par les États-Unis au Canada. Et les Canadiens se sont rassemblés en se disant de cet espace neutre, on va en créer une forêt qu'on souhaite modèle, donc avec des institutionnels, avec des associatifs, avec des entreprises, pour justement penser la durabilité et la gestion durable des espaces forestiers. Donc ensuite, ça s'est décliné au fur et à mesure sur le territoire. Et en 2013, du coup, en France, on est la première forêt modèle créée. Il y en a plusieurs en Italie, en Espagne. Nous, il y en a toujours une seule, c'est Forêt modèle de Provence, qui couvre les massifs de l'Étoile, du Gard-Lavant, de la Sainte-Beuve et donc des morts qui nous intéressent aujourd'hui, effectivement. Et très rapidement, la forêt modèle, on a pris l'angle aussi, puisque le développement durable, c'est aussi faire des passerelles et faire des liens entre des mondes qui ne se rencontrent pas toujours. Et donc, on a créé un concours d'art et de design en 2017. Je me souviens, une des premières personnes que j'avais rencontrées en créant ce concours, c'était justement Isabelle Bourgeois. On s'est rencontrés chez Liège Jonquet en 2017, ça devait être en octobre ou novembre. Et il y avait aussi l'école de tournage sur Bois-Escoulève, qui était parmi nos premiers partenaires, et la Villa Noailles, évidemment. Et donc, ensuite, Forêt Modèle a continué justement son engagement à faire des passerelles entre le monde de la création, l'artisanat, le design, l'architecture aussi, notamment Florence Arano dans la salle qui fait un travail formidable et que l'on soutient chaque année, et sur justement la valorisation des ressources locales. Et en ce sens, il n'y a pas de mauvaises ressources locales, il n'y a que des mauvaises utilisations. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la ressource. On a tendance, pour un bois, à le vouloir très droit, long de 4 mètres, mais au travers de l'histoire, on a toujours su s'adapter justement aux ressources locales. Et puis, à un moment donné, on a voulu une certaine standardisation des choses, par simplification aussi. Et on a perdu aussi un peu le sens de cet usage des ressources locales qui va dans le sens du développement durable. Et donc, les scieries mobiles se sont enfermées les unes après les autres. Et on a perdu ce lien avec les ressources locales, comme on l'a dit sur la première table ronde. Et donc, ce qu'on aimerait reconstruire pour le modèle, c'est déjà continuer ce concours d'art et de design. Et je remercie l'école Camando pour leur enthousiasme renouvelé et leur amitié envers nous et nos actions et envers leurs élèves. D'ailleurs, il y a des élèves qui ont déjà envoyé un message pour demander le prochain concours. Et du coup, ils doivent être dans la salle sur quelle thématique il portera. Et effectivement, on avait porté le concours après l'incendie dit de Gonfaron, même si en fait il a brûlé une petite parcelle de Gonfaron, mais il est parti de Gonfaron. Et ensuite, effectivement, il a parcouru 1000 hectares massifs et surtout la réserve nationale de la Plaine des Morts, qui a effectivement été beaucoup touchée. Et on avait créé ce concours d'art et de design, mais sur la thématique du chênier brûlé. Et justement, c'est sur ce concours-là qu'on a eu le plus de candidatures.
Donc, ça veut dire que ça quand même interroge cette thématique. Jean-Baptiste Sénéqui en a fait partie des participants. Après, je l'avais mis en contact avec Christine Abrel sur son projet de développement. Je suis très heureux qu'il ait pu continuer en ce sens parce qu'il fait un travail formidable. On avait eu plaisir à recevoir son travail. Et puis d'autres artisans, notamment Hervé Paraponaris, qui est dans la salle, qui fait aussi un travail formidable. Donc voilà, c'est ça le développement durable, c'est faire du lien entre des structures qui normalement ne se rencontrent pas forcément. La structure forestière et l'art, avant qu'on engage un travail comme ça, c'était deux milieux qui ne se rencontraient pas et qui étaient effectivement en dichotomie l'une avec l'autre. Et ça peut aller dans le sens de l'utilisation des ressources locales, puisque je rappelle que sur la mobilisation, notamment de la ressource bois, il n'y a que 3% du bois mobilisé par an qui est valorisé en bois d'œuvre, sur un potentiel estimé à 20-25%. Donc essentiellement, le bois est destiné aux usines biomasse, donc Gardanne et Brignoles, et à la centrale pâte à papier. C'est tous ensemble, les designers, votre travail, et le nôtre de forestier pour aller justement dans un sens de développement durable, que ce soit dans l'usage effectivement du bois brûlé ou l'usage de toutes les ressources forestières que l'on peut trouver et au-delà des ressources forestières, bien sûr. Est-ce que vous avez quelques exemples peut-être de projets qui ont été proposés avec des nouveaux usages ou qui est sorti de ce concours? De ce concours, déjà, on a eu plus de 80 candidatures. Bien sûr, il n'y a que 12 finalistes, donc forcément beaucoup de frustration. Et ce qui était amusant, c'est que pour la première fois, on avait aussi des candidatures de l'étranger. Donc c'est vrai que ça a beaucoup, ça a été un marqueur qui a permis aussi des rencontres, notamment celle avec le designer Noé Dufault-Laurence, que vous devez connaître. Et on s'était rencontrés de nouveau d'ailleurs au domaine de Baudouin, où on avait construit ensuite son projet qui a été présenté à la Villa de Maille et qui a été présenté à New York, à Paris, etc. C'est effectivement un projet fondateur. Et dans son projet, il y avait quelque chose d'assez amusant, puisqu'on avait accompagné pas à pas sur ce projet, dans la réalisation aussi, puisque c'est nos adhérents qui ont réalisé son projet. Et notamment, il voulait montrer justement le caractère très différent du liège. C'est-à-dire, le bois a un caractère presque minéral par moment, et le liège, un liège ne se ressemble à aucun autre. Et le bois, le grain, la maille et la couleur est très différente d'un chêne-liège à l'autre. Et on avait remarqué qu'à Cobolin, sur une parcelle qui avait brûlé, donc du chêne-liège brûlé, il était de couleur rouge. C'est assez particulier puisque normalement, la couleur du chêne-liège se rapproche de celle du chêne vert. Donc effectivement, c'est plutôt blanc avec la maille du chêne-liège caractéristique. Mais il y a un caractère très hétérogène dans le bois de chêne-liège qu'on a voulu montrer au travers du projet de Noé Dufault-Laurence, qui était en fait un dialogue entre le caractère du bois, qui était presque minéral par moment, et le caractère du liège. Voilà, c'est un projet qui a été apprécié. Après, sur le projet aussi de Frédéric Pirat, qui avait utilisé du chêne-liège pour des parements extérieurs, donc du liège expansé noir, qui permet d'utiliser les mauvaises qualités du liège, comme on l'a dit sur la première table ronde, donc le liège mâle, surépais et brûlé, pour en faire de l'isolant, puisque à haut degré, en fait, les granulés de liège peuvent s'agglomérer grâce à la subeurine, qui est la molécule comprise dans le liège, et qui permet d'agglomérer naturellement le liège. Donc c'est quand même assez fabuleux, puisqu'il y a ce liège expansé noir qu'on peut utiliser en extérieur et qui est imputrescible, donc qui résiste à tout et à l'âge. Alors que le liège expansé blanc a un ajout de colle, on ne peut pas l'utiliser à l'extérieur, mais effectivement, le liège expansé noir est très intéressant. Hervé Paraponaris vient de faire une collection pour aller au-delà de l'isolant, mais aussi penser le mobilier en lien avec ce liège expansé noir. Donc voilà, ça fait partie des projets fondateurs. Après, il y en a eu beaucoup, donc c'est vrai que il est difficile de tous les citer. Il y a 24 créations par an par notre concours, et à chaque fois, on accompagne 1 à 2 designers dans le cadre de la design parade à la Villa de Rail. Et donc,
les écoles ont une appétence pour justement encourager leurs élèves à participer à ce concours. Merci à vous tous et que ça continue en ce sens parce que vous rendez service au secteur forestier de trouver de nouveaux usages de nos forêts et de nouvelles solutions. Merci. On reviendra peut-être plus tard sur la concrétisation de ces projets, parce que c'est souvent les projets étudiants sont malheureusement restent au stade d'idée, de concept. C'est difficile de leur donner une vraie réalité économique. Je vous propose de poursuivre avec Loïc Fraissinet. Donc, selon vous, quelle est l'approche que vous avez à votre niveau de la gestion raisonnée des ressources et l'ensemble éventuel que ça peut avoir sur la... Alors, je ne sais pas si vous voulez que vous m'appuyez sur le support, mais si possible. Pour commencer, en 2 mots, du coup, pour vous présenter l'association que je représente, donc, qui s'appelle Permahabitat. La mission de cette association, c'est de développer l'utilisation des ressources locales sur le territoire du Var et des ressources limitrophes, les territoires limitrophes, pardon. Donc, pour cela, déjà, notre travail, ça a commencé par faire un inventaire des ressources sur le territoire, quelles ressources on a à disposition, en étant assez large, et savoir quelles ressources et qu'elles peuvent être utilisées, c'est une autre chose. Mais après, c'est savoir vers qui se tourner pour se fournir. Donc, par exemple, on sait qu'on a du liège, mais vers qui se tourner pour se fournir en liège. On va passer à la diapo suivante. Merci. Pareil, on sait qu'on a du bois, mais vers qui se tourner pour fournir en bois. Vous ne trouvez pas du bois local chez les négociants classiques. Donc, on a fait ce travail d'inventaire des ressources locales, l'inventaire des producteurs. On a aussi travaillé sur l'inventaire des possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources actuelles en l'état de la filière, qui n'est pas toujours très développée, et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire avec ces ressources-là. Peut-être pour revenir aussi sur pourquoi cette mission, pourquoi valoriser les ressources locales. Les premiers sujets, en tout cas l'intérêt pour ces ressources, c'est apporter des réponses aux enjeux climat-énergie, donc en proposant des matériaux bas carbone. Et aussi, il y a des enjeux économiques, sociétaux locaux pour ce qui est de soutenir une économie locale. Les autres intérêts de s'intéresser aux ressources locales, ça peut apporter, on en a parlé lors de la table ronde précédente, des bénéfices, des co-bénéfices environnementaux. Comme on disait, entretenir la forêt, c'est une forêt qui brûle moins, valoriser les produits, c'est aussi stocker du carbone, donc ça c'est une dimension aussi qu'on aime bien mettre en avant. Bon, j'essaie de suivre la diapo, mais c'est pas grave, ça n'a pas l'air de suivre, mais c'est pas grave. Donc du coup, la mission de Permahabitat, c'est inventorier les ressources, inventorier les producteurs, et en gros, faciliter l'accès à ces ressources, donc en mettant les gens en contact. Et l'objectif aussi, c'est de monter une coopérative physique pour faciliter encore plus l'accès à ces ressources-là. Donc ensuite, voilà, ça c'est les actions qu'on met en place. Et donc pour développer les filières, on fait la mise en relation de porteurs de personnes qui cherchent des ressources locales ou des personnes qui ont des ressources locales pour trouver des débouchés. On fait des événements aussi. On organise prochainement une rencontre sur la construction en terre crue. On en a fait des rencontres sur le bois, sur la construction en paille, etc. Donc c'est via ces biais-là qu'on fait cette animation-là. Et ensuite, on a eu la chance de pouvoir concrétiser cette démarche sur des projets concrets. Parfait, vous avez 1 seconde pour apercevoir les photos. Mais très globalement, très rapidement, même si cette photo, il n'y a rien qui tient, donc c'est pas grave, on va faire sans. Le premier projet à gauche, c'est une extension en bois terre paille. Donc on a accompagné les porteurs de projets pour se fournir en bois. On a trouvé du bois à 3 km du chantier, qui a été débardé à cheval et scié par un scieur mobile. La paille, on devait la prendre sur la commune même, on l'a pris dans la commune voisine. La terre, on l'a pris en partie chez un voisin qui fait des travaux d'excavation. Voilà, le projet de droite qui peut faire un peu le lien avec le thème du jour sur les gisements involontaires et sur les gisements de crise. Donc ça, c'est la rénovation d'un cabanon à la Molle. On a récupéré du bois issu en grande partie, fourni par l'ONF et ici en grande partie de chapis, donc de bois qui a été couché par la tempête. C'est une forme de bois de crise aussi. Donc ça peut être récupéré. Et on a récupéré aussi beaucoup de liège. Alors, il y avait beaucoup de chênes liège morts sur le terrain. Et quand le liège meurt, le bois se décompose et il reste l'écorce. Donc on a pu la récupérer, la broyer et faire l'isolation des bas de mur en chaux liège en utilisant ces ressources comme ça.
et l'isolation extérieure en paille. On peut passer à la diapo suivante. Et un peu sur les perspectives voilà, le constat, enfin, l'état de partage d'expérience d'utiliser ces ressources locales, ce que ça implique, et quelles difficultés et quelles pistes on a pour aller plus loin. Et je pense que ça rejoint ces notions de gisement involontaire, c'est que par nature, dans la région, on a on a des gisements intermittents, on va dire. On n'a pas de filière structurée, donc il faut savoir s'adapter à cette ressource qui n'est pas pérenne. On ne va pas choisir sur un catalogue, on n'est pas sûr de trouver, mais on va savoir à tel moment j'ai telle chose, qu'est-ce que je peux faire avec. Il y a aussi la partie de s'adapter à la ressource, on en parlait tout à l'heure, et Nicolas aussi. Si on veut construire en bois dans la région, on ne va pas construire l'image classique de la construction bois, parce que ça implique d'avoir des forêts avec des arbres noirs, et on n'en a pas chez nous. On va plutôt aller, ça c'est un travail que fait un de nos adhérents. Il travaille la charpente à l'ancienne, donc vous voyez, il n'y a pas un seul tronc qui est droit. Et lui, il travaille en partie à la scie pour les 2 faces planes et le reste à la main. Donc il se réapproprie, il y a une partie d'innovation, mais il y a une partie aussi de se réapproprier avant d'utiliser les ressources locales, pas forcément par conviction, parce qu'on n'avait pas le choix, et se réapproprier ce savoir-faire. Donc il y a une partie importante, c'est vraiment concevoir en fonction des ressources locales, et c'est là, je pense, où les designers aussi ont une réponse à apporter. Et il y a aussi essayer de changer les habitudes. Par exemple, on nous demande souvent, on nous a demandé plusieurs fois de faire des poteaux carrés pour des signalisations. Mine de rien, c'est quand même pas évident de trouver l'arbre qui va bien pour faire ce poteau carré. On peut plus facilement fournir des poteaux ronds et pourtant ça joue le même rôle entre guillemets. On peut mettre une signalétique dessus, on peut utiliser une direction, tout ça. Donc il y a vraiment un peu changer les mentalités, les habitudes et surtout s'adapter aux opportunités et aux arrivages. Et ça fait vraiment lien aussi à ce poids de crise. Voilà, c'est autant valoriser ce qu'on a sur le territoire, et des fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, c'est effectivement un accident. Mais il y a des possibilités, et c'est ce qu'on essaie de prouver, de mettre en place. Alors, est-ce que cette charge de crise et de contenu dans la matière elle-même, est-ce qu'elle influence votre manière de travailler? Est-ce que vous travailleriez de la même manière avec du bois que vous prendriez des filières plus classiques? Ouais. Est-ce que cette charge, je veux dire, émotionnelle, elle influe votre manière de travailler? Ça dépend de la crise, mais après, il n'est pas pareil, ça fait partie de l'adaptation. Le bois qui a été couché, si on le prélève assez tôt, ça va, mais après, si on est un peu trop attendu, il peut avoir été attaqué par des insectes. Enfin, il y a toute un peu une analyse de la ressource et de ce qu'on peut en faire. Le liège brûlé, par exemple, quand on le mélange avec de la chaux, il y a les particules brûlées qui peuvent ressortir de l'enduit. Donc, c'est aussi des choses à savoir, et donc ça fait partie de l'adaptation à la ressource. Justement, passons au designer avec Marion Pallier. Peut-être nous expliquer comment, à travers à la fois les rituels et le conceptualisme, l'approche de la notion symbolique de la matière, et une proposition assez innovante sur ces questions-là. Bonjour, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Donc moi, la forêt brûlée, je l'ai utilisée lors de mon sujet de diplôme, où je me suis intéressée aux vivants. J'ai fait mon sujet de mémoire sur les champignons, et je m'étais intéressée à leur aspect de régénérer les sols, etc. Et ça m'a emmené finalement à travailler sur les forêts brûlées. C'était un sujet qui m'intéressait fortement. Et pour ça, je me suis intéressée aux forêts du Massif des Morts, aux feux de forêt de 2021. Donc, ce feu a ravagé des dizaines de milliers d'hectares. Et en fait, j'ai souhaité traiter des sujets donc, après incendie. Donc, en tant que designer, je me suis posé la question de comment le designer pouvait-il participer à la renaissance d'un territoire brûlé, et comment pouvait-on appréhender ce lieu autrement. Donc pour ça, mon sujet, il a pris racine en fait dans la découverte de ce territoire ravagé par l'incendie. Face à ce paysage de cendres, je me suis intéressée de la manière dont je pouvais accompagner ce territoire afin de lui apporter une nouvelle vie. Donc pour cela, je me suis intéressée à la croyance animiste, qui est une croyance qui considère en fait le vivant, enfin, la nature comme des êtres vivants
qui possèdent des esprits et des âmes. Donc mon sujet était un peu particulier parce que c'était un peu lié autour du spirituel. Et donc pour ça, je me suis intéressée à un lieu qui était dans le Massif des Morts, qui s'appelait un village qui s'appelait Trimurti. Et c'était un ancien centre, un ancien village en fait, ils accueillaient des participants pour venir se ressourcer dans la forêt. Et avec la propriétaire, on s'est mis un peu d'accord sur comment revaloriser en fait ce domaine qui était complètement ravagé. Et du coup, ça m'a mené à revaloriser, ce lieu par cette croyance de renaissance après la mort. Donc, dans la vision animiste, en fait, la forêt, elle est vivante. Elle est habitée par des esprits visibles ou invisibles. Chaque arbre, chaque pierre, même chaque souffle de vent possède une âme. Lorsque l'incendie a dévasté tout le territoire, le paysage, c'est pas seulement en fait la matière qui a disparu, c'est aussi une part quelque part de la côté spirituel qui a vacillé. Le feu blesse la forêt, mais finalement il ne l'éteint pas, et c'est là-dessus que j'ai voulu mettre un peu le point. Il la transforme, donc là, c'est le Massif des Morts avec une partie du lieu qui a été complètement ravagée par l'incendie. Et en fait, j'ai fait beaucoup je me suis vraiment posée dans cette forêt, j'ai analysé les textures, les odeurs, j'ai observé le après-incendie et finalement, comme je l'ai dit précédemment, je me suis rendu compte que la forêt n'était pas si morte que ça et en fait, finalement, il y avait encore des vivants. Et je me suis interrogée je me suis vraiment fixée sur le bois brûlé et comme matière première de mon projet, qui m'a fascinée par déjà les formes des arbres complètement brûlés, noirs, comme si c'était presque des racines mortes. Et à partir de ces objets, de ce bois, en fait, j'en ai fait tout un projet autour de l'objet de mémoire. Donc le bois brûlé, pour moi, il est un médiateur entre la mort et la régénération, entre le silence et le renouveau. Il rappelle que en fait, la forêt, elle n'est pas partie. Donc c'est donc à partir de cette théorie que la création d'objets symboliques a été créée. Donc ça, c'est des photographies que j'ai fait sur le lieu où j'ai vraiment j'ai fait des récoltes, j'ai pris le liège, j'ai fait des empreintes. Et à partir de ça, j'ai travaillé autour du bois brûlé. Et avec un artisan, en fait, j'ai récolté quelques morceaux sur le territoire. Et après, on a décidé de retravailler à partir de ces morceaux des objets un peu de thème qui ont pour vocation de guérir par une cérémonie et par le rituel la forêt. Donc, c'est un projet qui est très spirituel et voilà. Du coup, c'est en développant de nouvelles interactions avec le vivant, ces objets qui s'éloignent dans une vision, permettent de nous éloigner d'une vision eurocentrique du monde et pour une prise de conscience qui ne soit pas face au paysage, mais plutôt en communion avec elle. Excusez-moi, c'est un sujet qui date un petit peu. Mais... Est-ce que ces objets, quel est le statut de ces objets? Est-ce que vous les considérez comme des œuvres d'art? Oui, c'est des objets à la base qui ont été je me suis inspirée de certaines certains peuples qui travaillent autour de la croyance animiste et qui valorisent par l'objet la nature et ils utilisent principalement des objets sonores, des masques et un tambour, un masque, un appuie-tête et une assise. Et en fait, tous ces objets pendant la cérémonie vont se mettre en cohésion et vont aider de manière spirituelle
refaire naître la forêt. J'ai d'art, mais en même temps, plus, en fait, c'est une sorte de témoignage, enfin, voilà, des objets de témoignage pour que les individus, enfin, là, je suis perdue. Mais oui, c'est des objets d'art et on peut dire un peu de plus pensé comme des objets d'art. Alors, Jean-Baptiste Sénéquier, vous avez aussi travaillé avec le bois brûlé. Vous pouvez nous présenter un peu votre approche et comment vous hybridez à la fois les notions d'artisanat, d'industrie et d'esthétique territoriale. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Moi aussi, comme beaucoup aujourd'hui, sommes autour on est quelque part autour du massif des morts et donc j'ai grandi dans cette forêt et je l'ai vu à plusieurs reprises brûler en 90, en 2003, en 2017 et en 2021. Et déjà, moi je suis diplômé de l'Austral College depuis 2009 et en 2017, j'avais pris le temps d'aller marcher dans la forêt et essayer de comprendre ce qui s'était passé je sais pas, ça m'a pas mal titillé et je voulais essayer de comprendre. Et j'avais sorti un projet que j'avais présenté donc, au concours Versus Hubert que Nicolas Padonnet porte chaque année à la Villa Noailles. Et j'avais travaillé sur le chêne vert et le chêne liège, qui a la capacité du coup de résister au feu, contrairement aux autres espèces. Et j'avais travaillé sur une réinterprétation de l'Opinel. Il n'y aura pas de photo de ce projet, mais il y a quelque chose qui travaillait. Et en 2021, il y a eu le feu une deuxième fois à Grand-Faron. Il y a eu le feu. Et une deuxième fois, je suis allé voir pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et là, le feu de Gonfaron s'est arrêté à 200 mètres de chez mes parents. Et ça a été assez traumatisant sur le coup. Excusez-moi, j'ai toujours du mal à parler de ce projet. Il s'est arrêté à 200 mètres de chez mes parents. Et donc, je suis allé marcher dans la forêt, essayer de comprendre ce qui s'était passé, encore une fois. Et à force d'y aller, puisque c'était vraiment plus proche de chez moi, je suis allé une fois, deux fois, et vraiment, j'y allais tous les jours. Je suis allé avec une tronçonneuse et j'ai commencé à couper du bois. Et essayer de comprendre pourquoi j'avais l'impression que sous cette couche de brûlé, finalement, le bois, il était sain. Et donc, j'ai coupé un morceau de bois, un deuxième, et j'ai essayé de faire un étal des différentes espèces locales. Et en fait, il se trouve que j'ai discuté donc, avec des menuisiers, avec des pompiers, et le feu, si vous voulez, en Provence et dans le massif des Morts, généralement, il se passe en été, pendant la sécheresse, et donc vous avez tous les arbres qui sont en stress hydrique. Ça veut dire qu'ils globalement, ils gardent leur sève que dans les racines pour essayer de survivre et dans les feuilles pour, comment on appelle ça, faire la photosynthèse. Sauf qu'ils sacrifient énormément de feuilles et les feuilles généralement sont assez sèches. Et donc quand le feu arrive, qu'il y a une vague de chaleur de 3000 degrés, les feuilles s'embrasent très très vite, génèrent un vent qui embrase le reste de la forêt et fait que le feu progresse, mais génère un propre vent qui éteint lui-même le feu. Donc si vous voulez, le feu ne fait que progresser et ne consume pas les arbres. Donc ils sont noirs, ils sont léchés par les flammes, mais ils ne sont pas consumés. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas dans tous les feux en France ou ailleurs dans le monde. C'est un truc qui est très localisé ici chez nous. Et donc, cette particularité du feu fait que sous la couche de quelques millimètres de charbon sur les flammes,
sur le bois, et finalement, le bois, il est sain. Alors, malheureusement, la vague de 3000 degrés fait bouillir la sève de l'arbre, et l'arbre meurt. Donc, en sachant tout ça, après avoir parlé à plein de monde et essayé de chercher à comprendre ce qui s'était passé, et que j'avais vu que sous la couche de charbon, finalement, le bois était sain, quand on coupe du bois, en règle générale, on enlève l'écorce. De la même manière que sur le bois normal, celui-ci qui est déjà mort, l'idée c'est de couper, d'enlever l'écorce qui est brûlée et de récupérer ce bois qui est sain. C'est pour ça que dans ma part, je ne parle pas de bois brûlé, mais de bois incendié. C'est juste une ressource par dépit. Donc là, on voit le feu, on voit qu'il en résulte des stigmates dans la forêt. Donc il y a eu 7600 hectares, je crois, à Gonfaron à l'époque. Et donc la forêt ressemble à ce qu'il y a en numéro 2. Et le souci de cette forêt-là, c'est qu'on n'exploite pas. Et ne pas exploiter une forêt qui est brûlée, ça engendre des catastrophes qui sont, comment dire, qui s'enchaînent. Si on ne fait rien, comme il n'y a plus rien au sol qui tient l'humus, puisque tout est mort, lorsqu'il y a des gros orages, ce qui arrive fréquemment dans la région, le sol est emporté par ces grandes pluies, et du coup, tout ce qui est humus et le berceau de la vie qu'on a compris tout à l'heure dans la première table ronde, disparaît. Et donc, ce qui se passait au XVIIIe siècle, quand il y avait un feu autour d'un village, tout le village s'arrêtait, tout le monde arrêtait son activité, tout le monde prenait du moins ses outils, et ils allaient ensemble et ils allaient couper la forêt, récupérer les gros brumes, laisser les petites branches au sol pour faire ce qu'on appelle ici des fascines, des sortes de restants à base de petites feuilles pour éviter l'érosion des sols et pour garder la terre localement. Alors, ça se fait, mais aujourd'hui, tout le monde est persuadé que c'est à l'ONF de le faire ou à l'État ou l'État n'a pas d'argent, donc personne ne le fait. Globalement, les forêts, elles sont comme ça et elles repoussent combien de mal comme elles peuvent. Et donc, j'ai appris en rencontrant des acteurs comme Loïc et Nicolas qu'aujourd'hui, une des seules choses qu'on faisait, c'est récupérer ce bois-là pour le brûler, pour en faire du bois énergie. Là, le brûler. Et moi, en tant que designer, ça ne m'allait pas. Je trouvais que c'était dommage de rien faire avec ce bois qui, certaines personnes me disaient, effectivement, de qualité dans un certain angle. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est pas du bois de culture, donc il ne fait pas 10 mètres linéaires tout droit, beau à être exploité de suite. Sauf qu'on ne dessine pas que des poutres, en fait. On ne fait pas que des planches. Et il y a 1000 choses à faire. Et donc, l'idée avec ce projet, c'était, donc de prouver au plus grand nombre et aux industriels et à des acteurs économiques locaux qu'il y avait quelque chose à faire avec ce bois-là. Donc là, vous avez les images des différentes essences de bois que j'ai récoltées et que donc je prouve qu'à l'intérieur il est sain et on peut faire quelque chose avec. Et donc j'ai réalisé un démonstrateur qui, pour moi, n'a pas vocation à être vendu. Mais donc après, j'ai réalisé un vide-poche sur la slide d'après. Donc voilà, c'est une série de vide-poches qui est réalisée en chaîne. Et donc je les ai formés à parallélépipède et j'ai travaillé dedans avec du feuillage numérique. Ça, c'est de la pratique. J'adore montrer le côté humain qu'il y a derrière le numérique et travailler avec ça. Mais la réelle, ce que je voulais montrer, c'est
on pouvait exploiter ce bois-là pour en faire des objets. Donc, ce projet-là date un tout petit peu. Et donc, j'ai pour vocation à vouloir montrer plus et aller plus loin avec ce projet-là. Donc, j'en ai parlé autour de moi, j'ai rencontré du monde et j'ai voulu essayer de porter quelque chose de plus grand. Et avec ce bois-là, on est en train de réaliser, donc, avec Christine Amran, présidente du Centre clinique du Massif des Morts, sur le slide d'après, des panneaux de prévention incendie. Donc, il y a 36 communes qui. Non, on va réaliser 36 panneaux sur une vingtaine de communes. Et donc, c'est du bois, c'est du pin d'Alep qui est issu des incendies plus récents. Parce qu'en fait, ce bois-là a un temps d'exploitation. En fait, une fois qu'il est volé, vous avez un peu moins de 4 ans pour exploiter le bois. Après, finalement, le charbon a quelque chose d'antifongique et les insectes, j'ai plus le mot, qui les attaque pas pendant un certain temps, mais au bout de 3-4 ans, globalement, il va pourrir et il va se faire bouffer par les bestioles, donc il va recréer du humus naturellement. Mais pendant 3-4 ans, on peut l'exploiter et par la suite exploiter du moins ce bois-là qui est de qualité finalement pour en faire des choses. Et c'est ce qu'on a fait avec ce projet. Donc c'est des panneaux qui font 2,50 m par 1,20 m de large, où là encore une fois on vient le rebrûler pour aider au message, pour faire comprendre. Donc c'est des panneaux de prévention incendie sur le bord de la route pour dire aux gens qu'il faut globalement pas jeter sa cigarette par la fenêtre, qui est à 98% le cas des feux d'incendie. Donc, comme il n'y avait plus de panneaux de prévention à incendie, c'est en 2021, et que depuis, il y a plein de gens qui ont fait pas mal de choses. On était dans cette démarche-là, mais le temps de trouver des subventions et ce genre de choses a pris un peu de temps. Mais globalement, ce matin, j'étais dans une scierie mobile pour voir les planches qui sont découpées pour faire le projet. Et donc, normalement, il devrait il devrait être inauguré d'ici la fin de l'année. Voilà. Et donc, moi, j'essaie de continuer ce projet-là, parce que, vous l'avez compris, il me tient à cœur. Et deux, je trouve qu'il a un intérêt à intéresser des industriels qui sont finalement plus grands que moi. Tout à l'heure, vous l'avez dit, on a du mal à voir les projets d'étudiants ou même de designers finalement voir le jour. C'est dans le vrai et c'est assez compliqué. Donc, je suis un doux rêveur qui a plein d'utopies et qui aimerait faire plein de choses. La réalité, c'est que derrière, il y a des coûts économiques de tout ça et qu'on essaye de faire en sorte que ça puisse être une réalité. Et donc, il faut le prouver à 1 plus B pour dire, bon, ben voilà, ça marche. On peut prendre des petits volumes de bois pour faire des petits objets, parce qu'une cuillère en bois, ça n'a pas besoin forcément d'être une planche de 10 mètres de long, ou même de 4 mètres. L'idée, c'est de trouver comment on appelle ça, des solutions et intéresser des personnes qui puissent venir exploiter ce bois-là. Donc, dans mon esprit, c'est sur la slide d'après, c'est d'essayer de faire une sorte d'exposition. Alors, j'ai toute une gamme d'objets qui sont aujourd'hui dessinés pour montrer, c'est plutôt une exposition que j'imagine avec la filière Fibois qui puisse balader à travers la France ou ailleurs pour expliquer à des industriels qui sont généralement les gens qui sont associés à ces filières Fibois, pour leur montrer qu'on est capable de faire quelque chose avec ce bois incendiaire. Et il n'a pas besoin d'être forcément noir, il peut être on va dire couleur bois et en faire quelque chose avec. Donc j'ai une gamme de produits dessinés autour de ça, des choses un peu plus artistiques et d'autres beaucoup moins, plus industrielles. Et quitte à rêver, l'idée c'est de
d'imaginer un sanctuaire là où ça aurait brûlé avec une reforestation autour d'espèces qui soient choisies intelligemment pour, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, c'est de faire en sorte que la forêt évolue. Et donc, on sait qu'il y a des espèces qui vont disparaître à cause du changement climatique, et de trouver les espèces qui soient adaptées localement, même si finalement elles ne sont pas endémiques, pour faire en sorte qu'on puisse faire évoluer cette forêt, mais de toujours rappeler aux humains qui passent finalement que la forêt brûle et que qu'il faut travailler autour de ces sujets-là pour le faire savoir, pour faire évoluer les choses et pour éviter d'être dans l'ignorance. Merci beaucoup pour ce témoignage plein d'émotions. Clairement, on voit que pour avoir ce débat, je pense, sur la valeur ajoutée. Je pense que clairement, la valeur ajoutée du design, c'est la sensibilité que j'évoquais dans l'introduction. Et je pense qu'elle est importante pour éviter ce genre de choses. Et le témoignage et la manière dont vous approchez le sujet, aussi Mario, on va le voir avec Marc Cohen. C'est évidemment, je pense, le rôle important du designer de donner ce supplément d'âme aux objets et voilà, qui manque cruellement actuellement. Alors, petite gymnastique technique. Voilà. Alors justement, j'avais fait une petite sélection, puisque, comme je disais dans l'introduction, les experts du sensible sont a priori créatifs. Je m'étais permis une petite sélection en introduction à votre intervention sur à la fois de l'intervention d'artistes. Donc on voit ici les arbres brûlés de Philippe Pastor qui reprend tel quel des troncs brûlés et qui sont exposés. Alors ça évoque les totems de Marion ou le travail que vous faites. Il y a aussi ce bel arbre d'or de François Lavin dans la forêt de Brocéliande, forêt ô combien mythologique et puissante en termes de narratif. Donc une portion de forêt qui a brûlé et un arbre a été comme ça magnifié par des feuilles d'or par l'artiste. Et puis en design, il y a aussi, alors puisque là on va basculer sur une notion de déchets. Parce qu'en fait, ce que fait le feu, c'est qu'il détruit en tout cas l'écosystème, et donc il transforme la matière vivante en déchets. Le déchet, c'est ce qui est plus utile, ce qui est rejeté. Et l'industrie produit énormément de déchets, contrairement à la nature. La nature a ce cercle vertueux et tout est réassimilé. Mais en design, il y a des gens qui justement essaient d'éliminer cette notion de déchets. Alors il y a des chercheurs qui parlent du berceau-berceau, cradle to cradle, le fait de considérer le déchet comme une ressource première pour notre cycle. Et donc ça, c'est un travail mené par un collectif de soins, Sitcher, qui, alors c'est un travail d'étudiant en l'occurrence, qui va, il y a une vidéo qui montre bien le processus, ils vont en mer récolter ce plastique issu du 7e continent, et toutes ces particules de plastique, et avec ça, ils produisent des objets, alors qui esthétiquement sont discutables, mais qui sont finalement à la fois des manifestes de ce qu'il est possible de faire, et aussi une solution, et en tout cas une participation de la personne qui va acheter. Elle sait que quand elle va posséder un objet comme ça, en fait, c'est tout un processus en amont qui est là pour dépolluer. Ça me fait penser à un texte très intéressant de Lézio Manzini qui disait que la beauté des objets recyclés, de la matière recyclée, ne réside pas dans sa qualité esthétique, mais dans tout le processus qu'il a fallu mettre en œuvre, et notamment social et humain, pour aboutir à cette forme. Et donc c'est cette beauté qui n'est pas visible, malheureusement. Et c'est un peu ces critères et ces valeurs qu'il faut revaloriser. Puisqu'on va parler de recyclage et de chute, il y a quelques exemples de la chute libre, qui est
un espace où on peut venir, c'est à Paris, non loin de la gare de Lyon, où on peut travailler à partir de chutes de bois et réaliser des objets comme ça. Donc à la fois on se forme à la fabrication de petits objets et puis on réutilise des chutes qui, logiquement, de manière classique, seraient parties à la benne. Et puis il y a la chutothèque, c'est un projet qui est plutôt situé à Tours, qui s'attache à identifier les industries qui produisent des chutes. Donc la chute, c'est un déchet particulier. Et si on fait du poinçonnage, ben, c'est la partie qui reste. Donc c'est quelque chose qui a une forme, qui est quand même travaillé. Le déchet, c'est quelque chose qui est un peu informe. La chute industrielle, c'est quelque chose qui est déjà travaillé. Et l'idée, c'est de transformer cette chute en un produit avec le minimum d'intervention. Donc c'est le travail de la chutothèque qui existe en Pays de Loire. Alors, maintenant, nous allons passer à Marc Aurèle. Et l'idée, c'est de, donc, à travers ce projet donné avec Emmaüs, ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est que, alors, Emmaüs, comme vous le savez, c'est un organisme, une association qui réhabilite aussi des personnes. Évidemment, on ne parle pas de recyclage ici, hein, mais on sait bien que, ouais, mais quelque part, le mot n'est pas loin, quoi, parce que effectivement, les gens qui sont déclassés, qui sont hors de la société, sont malheureusement par certains considérés comme des parasites et des déchets. Et Emmaüs s'efforce de redonner justement de la dignité à ces personnes, à travers notamment de la formation. Et je trouve intéressant dans le projet que vous allez nous présenter, à la fois sur cette réhabilitation de la matière et des individus. Merci Fabrice pour cette introduction. Donc oui, je voulais partager avec vous cette expérience qui était extrêmement intéressante, cette expérience de transformation de la matière. Donc, c'est pas exactement, c'est une partie du sujet d'aujourd'hui, mais c'est pas du bois brûlé ou du bois incendié. C'est du bois qui était utilisé dans le bâtiment. En fait, aujourd'hui, il y a des filières qui se créent pour récupérer les matériaux issus de la démolition. Je dirais, heureusement, parce que ce n'était pas le cas pendant de nombreuses années. Donc, on a travaillé avec Emmaüs sur du bois de parquet issu de démolition de gymnase, en fait. Donc, lorsqu'Emmaüs est venu nous chercher au studio pour travailler là-dessus, j'ai trouvé que c'était un sujet extrêmement intéressant. Mais je souhaitais avant tout qu'il y ait une réelle approche économique. Si c'est pour faire un objet et le regarder, se dire on est content de faire un objet, ça n'a pas de sens en fait. L'idée c'est vraiment d'aborder, de dire on se met autour de la table et comment est-ce qu'on réfléchit à ce matériau. Là vous en voyez une grande quantité et comment on fait que économiquement le produit est viable. Comment on fait pour gagner de l'argent, pour que le designer gagne de l'argent aussi, avec des royalties, bien sûr, puisqu'on essaie à travers ça, pour que Emmaüs puisse gagner de l'argent et faire financer de la réinsertion par de la formation. Merci Marc. Par la formation, puisqu'il y a à chaque fois un sachant et un apprenant. En gros, là, dans cet atelier qui est à Lyon, il y a des ébénistes qui accompagnent des apprenants, des gens qui sont généralement en échec de vie. Vous voyez un projet social intéressant et très vite, moi je dis, mais ok, il faut d'abord, si on réfléchit sur des objets à partir de bois récupéré de parquet, qu'on ait un industriel avec nous, que cet industriel ait la capacité de diffuser le projet. Il y a un réseau de diffusion national, voire international. Autre chose, qu'on sorte des objets qui aient un coût attractif pour le marché. C'est-à-dire que si vous achetez du mobilier à 100 €, il ne faut pas que ce qu'on va produire coûte plus cher que 100 €. Si on arrive moins cher, c'est même mieux. Si on arrive à la même prix, c'est cohérent. Donc, il y a plusieurs paramètres que sur lesquels j'ai souhaité travailler. Emmaüs, bien sûr, nous a suivis là-dessus pour arriver à un projet cohérent, efficace. Cher ami, vous pouvez avancer peut-être. Voilà. Donc là, on voit des apprenants qui travaillent quotidiennement dans les ateliers d'Emmaüs
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors, en tant que designer, c'est un projet qui est génial, parce que ça donne du sens à notre travail, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, je travaille pour l'industrie, pour la grande industrie, des dizaines de milliers de pièces, ce qui fait quand même réfléchir à un moment donné de ce qu'on crée, ce qui est produit, ce qui est généré, comment finit la vie des produits qu'on a imaginés, etc. Là, on me questionne d'une autre manière. C'est pas venu, c'est pas moi qui ai initié ça, c'est Emmaüs qui est venu nous chercher. Emmaüs, avec ce travail-là, a considérablement fait évoluer aussi notre manière au studio de réfléchir aussi maintenant la production, pour arriver à davantage de productions en petites séries plutôt qu'en grandes séries. Donc, est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Donc là, ils sont l'assemblage du mobilier. Donc, la contrainte, c'est de travailler avec les dimensions qu'on nous a données, puisque chaque latte était déjà dimensionnée. C'était du parquet standard. Il fallait le recalibrer après, le passer en machine. Donc, on n'avait pas des grandes surfaces, on avait des petites surfaces, des petits formats, à partir desquels nous avons travaillé. Et autre idée importante, c'était de se dire, aujourd'hui, avec le recyclage ou l'upcycling, comme on l'appelle, on fait beaucoup de projets que je trouve très bricolés, etc. On se dit, voilà, ça c'est du recyclage, on prend des palettes, on les coud ensemble. Oui, c'est un sens dans l'immédiateté, mais ce n'est pas un vrai projet de réflexion, ce n'est pas un projet de design, je dirais. Et un objectif supplémentaire, une couche supplémentaire à rajouter sur ce projet, c'était de dire, on va faire des objets industriels, où le recyclage ne se voit pas, où personne ne peut dire que c'est recyclé. Et ça a été vraiment un parti pris, parce que j'aurais pu prendre le parti pris inverse. Peut-être dans un futur projet, je prendrai le parti pris inverse, en disant, est-ce que le mobilier que je vais créer va raconter l'histoire, sa propre histoire, les traces qui ont été laissées sur le parquet ou sur des tables d'école, si jamais on travaille avec du bois issu de tables d'école. Mais là, pour un premier projet, à partir de matériaux recyclés, j'ai voulu être sur un espèce de contrepoint. Si on peut voir les images d'après, donc il y a deux collections qui sont sorties. Cette collection-là, avec le métal qui vient sertir le bois autour, des banquettes qui sont faites pour l'extérieur, le bois est extrêmement résistant, et du mobilier d'assises avec des éléments assemblés. Là aussi, extrêmement résistant, puisque comme l'a dit Fabrice en introduction, nous travaillons essentiellement dans l'espace public. Donc c'est du mobilier pour l'espace public, pour les collectivités. Donc ces chaises aujourd'hui, ces mobiliers sont en catalogue, ont un prix. On arrive à produire des quantités suffisantes pour que ce soit rentable. Donc, ce que je trouve important dans ce qui a été évoqué avec le bois incendié, c'est effectivement c'est une ressource extrêmement intéressante, mais je pense que tout le travail autour de l'industrialisation est un volet qui est essentiel pour qu'on arrive à comprendre qu'aujourd'hui, l'enjeu économique et l'enjeu social, même politique, c'est vraiment de travailler à partir de toutes les ressources qu'on a, et on en a beaucoup aujourd'hui, qui ne servent à rien, qui sont détruites, et que ces ressources, on peut les valoriser. En tant que designer, on a un réel enjeu, nous, pour travailler autour de ces produits-là. Je ne sais pas si M. Vincent, vous avez des questions. Alors, on va laisser la parole au public, peut-être. Oui. Marc, une question. Merci à tous. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, justement, pour aller plus loin dans les échanges, est-ce que je peux le dire assez clairement, est-ce que le bois incendié, c'est peut-être une ressource qui devient un enjeu industriel? Alors, je ne pose pas un peu de questions, mais Atelier Emmaüs devait venir, malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui, il était très intéressé par cette ressource potentielle, mais il y en aurait certainement d'autres. Est-ce que, face à la quantité, est-ce que ça peut être un enjeu, justement, de développement à la fois de la nature, mais un enjeu de développement territorial
Et est-ce que et comment le designer peut prendre sa place dans cette réflexion et action? Pour répondre à ça, parce que c'est vraiment le sujet sur lequel, depuis quand je travaille, transformer le bois aujourd'hui, c'est possible. Dans cette forêt-là, et particulièrement parce que c'est vraiment là-dessus sur laquelle je travaillais, et encore une fois, je ne suis pas sûr que toutes les forêts et chaque feu est identique sur chaque espèce, mais certaines espèces dans le massif des Maures sont exploitables et d'autres ne le sont pas. Donc, encore une fois, il faut les identifier, pouvoir les sortir. Aujourd'hui, dans le massif des Maures, il n'y a pas de sylviculture. Donc, personne n'exploite aujourd'hui le bois pour ni la pâte à papier. Donc, en fait, il faut venir recréer quelque part tout ça ou mettre des acteurs, tout ça. Et en fait, dans mon projet, ce que j'explique, c'est que pour un bien-être, une action sociale et économique à envisager. Mais aujourd'hui, en fait, il y a tout à créer globalement. Et les journées de Madame Amran autour de la Subrée, en fait, font partie de ça, à essayer de trouver aujourd'hui des acteurs pour venir travailler dans cette forêt. J'expliquais que comment on appelle ça, les gens venaient couper le bois là. Aujourd'hui, il faut trouver des entreprises qui fassent ce travail-là. Et globalement, pour avoir envoyé des échantillons de bois brûlés avec des menuisiers à des industriels qui sont potentiellement intéressés de pouvoir exploiter ce bois-là, parce que derrière, en fait, il y a toute une idéologie écologiste qui les intéresse à communiquer dessus en disant et on fait une gamme avec du bois qui a été incendié en telle année à tel endroit, et à la place d'utiliser une forêt qu'on exploite d'habitude, et du coup on les met en pause à un certain moment. Donc ça, ils trouvent que c'est plutôt bénéfique, ils trouvent un intérêt et ils veulent participer à ça. Sauf que comme il n'y a pas d'acteurs, il y a des acteurs, mais tu me comprendras, mais globalement, il y a des acteurs, mais pas assez gros pour pouvoir délivrer des grosses quantités. Et pour le moment, c'est encore balbutiant, donc ils sont frileux de venir exploiter ce bois-là. Mais globalement, si tous les acteurs se mettent alignés, ça devrait pouvoir se faire. Parce que, encore une fois, c'est un industriel qui aurait besoin de tout petits blocs pour faire des couteaux ou faire des cuirs en bois ou ce genre de choses. Mais encore une fois, il faut les identifier, il faut les faire. Et oui, moi, je reste persuadé qu'il y a un contexte industriel, mais c'est un one-shot. Oui, bien sûr. Je peux compléter ou oui, rapidement. C'est vrai que cette dimension économique et industrielle est centrale, puisqu'on parle de projet et toutes les difficultés, c'est de passer à l'échelle économiquement rentable et industrielle. La limite que je vois dans l'échelle industrielle, en tout cas pour valoriser le bois brûlé, c'est que s'il n'y a pas d'incendie, on va pouvoir brûler des forêts pour avoir du bois brûlé. J'exagère, mais enfin, voilà, c'est un peu le cercle vicieux. Mais par contre, travailler justement comme l'exemple de monsieur sur des petites séries, être capable d'avoir des structures suffisamment agiles et souples pour bosser sur telle ressource à tel moment et la ressource suivante, l'année prochaine ou la ressource suivante, ça peut être un peu différent. On travaille différemment. C'est à mon avis plutôt là-dessus qu'il faut agir. Restera le problème économique, effectivement, de rentabiliser la chose. Mais sur l'aspect économique, pour moi, il y a deux leviers principaux que je peux identifier. C'est la partie communication, déjà faire savoir que la ressource existe, qu'on peut l'utiliser et qu'on peut faire des choses avec. Après, ça peut être potentiellement plus cher, un peu plus cher, mais pourquoi pas miser sur des démarches comme le commerce équitable, où on achète du chocolat équitable plus cher. Pourquoi on n'achèterait pas du bois local plus cher? Parce qu'on sait ce que ça représente derrière, on sait qu'il y a du travail derrière, on peut le justifier, etc. Donc, il y a cette dimension communication, peut-être marketing en tout cas, voilà, cet aspect-là.
Et un élément essentiel aussi, c'est de jouer sur les bénéfices environnementaux apportés. Valoriser ces bois, valoriser les bois locaux, c'est aussi une forêt qui va moins brûler. Donc quelque part, c'est une plus-value pour la société aussi derrière. Moins de frais d'assurance pour rembourser les dégâts, etc. Oui, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a des mécanismes qui commencent à se mettre en place pour essayer de valoriser économiquement ces bénéfices environnementaux. Pour moi, c'est les deux pistes sur lesquelles, en tout cas, nous, on essaie de travailler à l'échelle de l'association. Il y a un autre point sur le fait d'exploiter ce bois-là. Aujourd'hui, la taxe carbone mise en place par l'État pour les gens qui polluent énormément de payer cette taxe. En fait, les forêts qui sont exploitées sont les forêts qui sont replantées. Donc, si on vient exploiter ce bois-là à un endroit, la taxe carbone. Donc, on génère quand même, dans un premier temps, de l'argent auprès des forestiers pour exploiter ce bois-là et le revendre. Et deuxièmement, l'État subventionne de venir replanter des espèces sur place. Mais seulement si c'est exploité. Donc en fait, une forêt brûlée ne sera pas replantée par la taxe carbone. Par contre, si elle est exploitée pour son bois, à ce moment-là, on reprendra. Oui, ça passe. Alors, puisqu'on a un problème d'industrialisation, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait des grandes quantités de bois, plus ou moins dépérissantes, qu'il fallait éclaircir les forêts. Il y a une vraie ressource en bois qui pourrait déjà être exploitée avant d'être brûlée, qui produirait, on va dire, la source d'industrie à une petite échelle locale qui exploiterait cette forêt et qui, du coup, serait prête et sur place le jour où ça brûle pour exploiter aussi le bois brûlé. Ce ne serait pas du one-shot. Ce serait un supplément au moment où ça brûle par rapport à une exploitation qui se fait en routine et où il y a déjà des acteurs sur place, il y a déjà des civils, il y a déjà des artisans qui sont derrière. Enfin voilà. L'idée, ce serait plutôt, moi je pense, donc d'essayer, c'est bien de valoriser le bois brûlé, mais si on mettait en place déjà une filière pour protéger la forêt, puisque l'éclaircir, la rajeunir, etc., ça la protège en partie des incendies dépérissants, on aurait de la ressource, on aurait une filière établie qui serait prête du coup à sauter sur le bois brûlé. Donc, pas de penser que le bois brûlé, penser la filière bois dans son ensemble, et le bois brûlé viendra en complément, plus, et on pourra le valoriser de façon peut-être plus tard. Voilà. Oui, bien sûr, vous avez entièrement raison. Moi, je vous ai montré le chemin où comment je suis arrivé à cette réaction-là, à ce projet, et effectivement, le fait de rencontrer des gens et de comprendre les tenants et tous les aboutissants de la forêt, qui est un microcosme, globalement. Effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, il faut voir les choses différemment. Oui, une question par rapport à la responsabilité partagée qu'on a toutes et tous sur le fait de démarche, comme Marc Aurèle, sur du bois recyclé, sans doute initialement prévu à partir à l'enfouissement ou à l'incinération. La démarche RSE engage finalement les entreprises à une responsabilité sur plusieurs points. Dans la prescription des ouvrages, les maîtres d'ouvrage pourraient d'ores et déjà commencer à initier, comme on l'a fait pour des problèmes liés à l'insertion de certains personnels, de coopératives, etc., sur des matériaux qui seraient à la fois bien ciblés et qui permettraient justement de rentrer dans le marché ouvert de la loi de l'offre et de la demande. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous tient aujourd'hui. C'est pas autre chose, un marché ouvert où, concurrentiellement parlant, il ne s'agit pas d'être plus ou moins cher, il s'agit de pouvoir apporter une traçabilité qui soit vertueuse. Et là, tout le monde sera content parce que je pense qu'en conscience, aujourd'hui, la société est en train de vivre son point de bascule au changement de paradigme. Et encore faut-il que tout le monde soit dans une mécanique qui soit facilitante pour à la fois l'acteur qui produit comme le consommateur. Juste pour rebondir sur l'industrialisation, la question des luttes, pour avoir un peu enquêté sur le sujet, le plus gros frein qu'il y a aujourd'hui pour l'industrialisation du bois brûlé, c'est surtout dans les scieries, parce qu'il y a tout un problème autour de la qualité de l'air, du bois brûlé. On a pu en parler tout à l'heure avec David Pride, justement, ça produisait des coves. Et du coup, le problème, c'est dans les scieries, c'est comment on adapte du coup, les scieries, la qualité de l'air à
cette pollution-là, et aussi les machines qui peuvent facilement s'encrasser, qui ne sont pas adaptées à du bois brûlé, par exemple. Donc, c'est aussi le gros enjeu sur l'industrialisation, en tout cas, de l'exploitation de ce bois brûlé. C'est le premier frein. D'accord, ce sera pas long. Oui, je pense il me semble, un des maîtres mots là, c'est effectivement, enfin, on parle d'industrie, mais peut-être sur des plus petites manufactures, il y a une question d'échelle. Et je pense que l'agilité, la réactivité au gisement ici ou là, me paraît aussi la clé. D'être on n'est plus chez Ikea, enfin voilà, c'est peut-être un peu plus cher. L'autre chose, et peut-être ça m'échappe, c'est effectivement sur le bois brûlé, pas brûlé. Et je me dis qu'à l'époque, on se dit qu'effectivement, arriver à se passer du plastique, on pourrait quand même imaginer ce que le bois, qui est un matériau bien plus noble, pourrait comment dire, se substituer dans beaucoup d'usages. Et le troisième point, c'est une remarque, c'est aussi en réaction à l'intervention de voilà, avec effectivement beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que le bois brûlé, c'est aussi l'incendie, et que l'incendie, c'est un traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a le bois qui brûle, il y a aussi plein d'autres choses, des maisons, quelquefois des personnes, et enfin, vos témoignages autour de ce que ça représente de vie et de mort, je pense que ça en fait aussi une matière très, très, très singulière, esthétiquement très forte, et qui véhicule quelque chose de voilà, qui justement dégage ou engendre cette émotion qui nous touche. Non, pour réagir à l'intervention de Jean-Laurent par rapport à la RSE et ce qu'on trouve dans le commerce et au regard des incendies qui ont lieu sur Marseille et qui démontrent quand même un usage pour le BTP qui est complètement à l'envers par rapport aux préconisations. Les pompiers ont eu beaucoup plus de mal à éteindre les volets plastiques PVC, les contours de piscine en plancher PVC recyclé. Attention, le plastique recyclé est aussi pourri que le plastique, voire même plus pourri. Ce n'est pas parce qu'on recycle des choses que d'un coup on blanchit ces matériaux-là. Et d'être étonné effectivement que ces produits, on les trouve chez Leroy Merlin, chez Monsieur Bricolage, des peintures Washburn de façade cramées, mais à des vitesses complètement folles. Les pompiers ont parlé de feux, d'essence, de difficulté à arrêter des feux d'essence. Donc là-dessus, il y a effectivement un problème de réglementation et qui pourrait de fait nous aider, nous consommateurs, à virer du marché des produits qui sont tout simplement dangereux. Dangereux en cas d'incendie, dangereux en inhalation, dangereux en fabrication. Et donc, effectivement, ouvrir la voie à d'autres produits locaux qui, naturellement, répondent à beaucoup de ces demandes. Je reviens juste sur les plateaux de l'école. Je dois dire que ce sont des plateaux en bois recyclés d'un chantier naval. Ça n'en fait pas des plaques forcément vertueuses, mais elles sont déjà recyclées. Donc effectivement, peut-être comme le plastique, ça ne suffit pas pour les blanchir. Bonjour, merci à tous les intervenants, ça a été extrêmement riche, j'ai appris beaucoup de choses. Je voulais juste faire un petit apport par rapport à ma propre expérience. Je travaille avec un ébéniste depuis plusieurs années, un ébéniste qui travaille avec des matériaux anciens, des bois de récupération. Et il y a une quinzaine d'années, cet ébéniste, sa compagne est partie avec ses 4 enfants. Et de ce moment-là, il a dû brûler, il a eu envie de brûler les bois qu'il avait devant lui. Le lendemain, quand il est revenu, il a trouvé ça très intéressant. 15 ans après, vous allez voir, 15 ans après, on a la chance de pouvoir brûler du bois, ces bois de récupération, ces vieux bois, pour en faire du mobilier dans des très beaux endroits, dans une très belle clientèle, avec des prix assez élevés, du mobilier, des cuisines, des façades, etc. Ça permet d'illustrer la question qui était posée sur le fascicule, qui est crise d'opportunité. Je trouve que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a abordé plein de choses qui étaient assez terribles depuis tout à l'heure, mais je pense qu'on a tous collectivement, à chacun de notre manière, une manière
de répondre à cette crise et de la transformer de manière industrielle, de manière artisanale, de manière artistique, émotionnelle, etc. Je crois qu'on a tous, je disais tout à l'heure, on a une responsabilité collective de réagir d'une autre manière par rapport à ça. Et je crois que j'ai vu dans un PowerPoint quelque chose tout à l'heure qui m'a beaucoup intéressé, c'était que, je crois que c'était monsieur, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Merci. Et pas pour lever les ménages en plus. Ouais. Moi, je vois bien au moins une ou deux questions des étudiants, parce que vous faites face à des professionnels, des créateurs, il y a tout un panel assez varié de gens qui abordent la création. Donc, je trouverais opportun, puisque nous sommes dans une école, que quelques étudiants se lancent et interrogent, profitent du moment. Ils n'attendent pas après un aparté. Je suis étudiante de 3e année, vous aurez un sujet de design sur le bois brûlé. Hein. Ça vous dit, je ne ferai pas. Alors, pas tout de suite là, mais bon, c'est le moment de savoir si c'est des je sais pas, c'est des petits morceaux, des grands morceaux, enfin, qu'est-ce qu'on trouve exactement. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, hein, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu? C'est une génération quand même fortement impliquée dans ces questions-là. Je vais poser une question. Est-ce que ce que vous avez entendu, vous avez dessiné des choses, ça vous a inspiré des choses et vous avez amené à dessiner ou à écrire des choses qui n'ont peut-être aucun rapport? Est-ce que ça vous a inspiré, tout simplement, en prise de notes et en crowbar, levez la main, simplement, sans parler. Ouais, ça va bien. 3 personnes, c'est bien. Non, je veux dire que, une petite remarque, ce que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui, on se rend compte, même nous, quand on commence à faire des recherches de stage, qu'on cherche des designers, des architectes d'intérieur ou des architectes, chacun a sa démarche et sa manière de travailler. Et en fait, ce qui est agréable quand même là, lors de cette conférence, même de manière générale à Technolo, je trouve, c'est qu'on nous enseigne une nouvelle manière de penser ou quelque chose qui va se tourner vers l'avenir, les enjeux écologiques. Et là, en fait, le bois brûlé, on entend tous les étés aux informations qu'il y a des feux d'incendie. Et en fait, là, on voit aussi la face cachée qu'au final, il y a des choses qui sont négatives, mais qu'on peut soit en faire du positif, soit aussi que, au final, pour la nature, il y a des choses qui peuvent aussi engendrer du positif derrière. Et du coup, là, c'est assez intéressant et ça ouvre d'autres portes sur d'autres sujets. C'est les plus belles paroles que vous pourriez dire pour le laboratoire des pratiques durables et pour la génération plus ancienne qui se battent pour avoir une vision positive et pas uniquement négative des choses. Merci infiniment. Très bien. Peut-être conclure. Alors pour conclure, moi j'avais un retour d'Ali un peu bizarre, mais cette phrase de Michel Comte, qui est un chorégraphe, qui dit ce qui est à faire est plus important que ce qui est déjà fait. Et c'est une note un peu positive pour dire effectivement, il y a plein de choses qui ont été mal faites, mal pensées. On a fait beaucoup de tort à cette planète qui s'en remettra de toute manière. Hein. On essaie juste de sauver, c'est nous-mêmes, parce que la planète n'a pas besoin de nous, elle existait avant, elle existera après nous. Et pour l'apport des designers, l'idée c'est moi j'aime bien ce travail de Robert et Mark Harrison, Turning to Spring. Donc l'idée c'est peut-être pas réparer la Terre, parce que comme je disais, elle n'a pas besoin de nous, mais l'apport des designers, c'est peut-être comme ce que dit Alain Antonelli, les designers peuvent faire en sorte que la fête de l'humanité soit élégante. Alors ça ne veut pas dire qu'on est l'orchestre qui joue sur le Titanic, hein, j'espère qu'on a un rôle un peu plus important, mais quand même, peut-être en faisant en sorte de porter un supplément d'âme, comme je le disais tout à l'heure, à la création et à changer les pratiques et les visions sur ce monde qu'on habite si mal. Voilà. Et si vous voulez réagir à l'événement, n'hésitez pas à scanner le QR code et à faire votre retour. Merci à tous. Moi, j'ai juste des petits mots de la fin pour vous remercier infiniment de votre présence, d'être venu écouter ces intervenants. Nous ont effectivement apporté beaucoup de connaissances et d'émotions, et j'espère effectivement que ça alimentera la réflexion de nos étudiants et nous donnera c'est l'amorce d'une longue histoire autour de ces gisements involontaires, nous propose des choses dont on a envie de se saisir.
Merci à tous. Bonne fin de journée. Excellent.